Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis PH en dermato. On va commencer. Donc, est-ce que je vais réussir? C'est l'écran à droite. Ouais. Donc, bon, je vais des rappels que vous connaissez, qu'on a déjà vus. Donc, les télomères sont les séquences répétées d'ADN à l'extrémité des chromosomes recouverts de protéines et maintiennent l'intégrité des... C'est pas facile, hein? Non. Pardon. Pourtant, si. Donc, maintiennent l'intégrité des chromosomes en protégeant les extrémités de la perte d'ADN et se raccourcissent à chaque division cellulaire. Le raccourcissement des télomères va conduire à la sénescence cellulaire et au vieillissement. Les télomérases sont les complexes enzymatiques responsables de l'allongement des télomères dans certaines cellules par l'addition des séquences de télomères répétées aux extrémités des chromosomes. Alors, télomère et peau, finalement, lorsque on aboutit à une sénescence cellulaire, on va avoir un vieillissement cutané. Les fibroblastes ne possèdent pas de télomérase et donc la perte progressive des télomères dans ces cellules va induire une perte progressive des fibroblastes et donc ce qu'on appelle les rides ou le vieillissement cutané. Les téloméropathies sont les troubles de la biologie des télomères ou les syndromes des télomères courts. Donc, vous l'avez vu, c'est des mutations génétiques qui codent les protéines des télomérases, les protéines recouvrant les télomères ou d'autres régulateurs des télomérases. Et finalement, ces mutations sont multiples avec des tableaux cliniques multiples également. La dyskératose congénitale a été décrite pour la première fois en 1906 par Zinger, puis en 1926 et 1930 par l'équipe de Cole et collaborateurs, avec une grande hétérogénéité clinique, mais aussi génétique, vous l'avez vu, sur les différents gènes responsables. Il y a plusieurs atteintes d'organes, et parmi ces différentes atteintes d'organes, donc on en a déjà vu certaines, il y a l'atteinte dermatologique. Ces atteintes sont précoces, et en particulier sur les atteintes dermatologiques. L'atteinte dermatologique est caractéristique avec une triade clinique qui comporte les anomalies pigmentaires, l'onychodystrophie et des leucoplasies orales. Cette triade n'est pas forcément complète chez tous les patients et les phénotypes sont variés. Il peut y avoir des atteintes très sévères ou comme des atteintes un peu plus minimes. Donc, les anomalies pigmentaires se manifestent par une hyperpigmentation réticulée avec une atteinte préférentielle des plis, comme la région cervicale, les régions axillaires ou les racines des cuisses, avec un aspect parfois de poïkilodermie. Alors, c'est un aspect des anomalies pigmentaires avec des fines télangiectasies et une atrophie cutanée. Dans un registre anglais, ces hyperpigmentations réticulées concernaient 89% des patients. Donc, j'ai pas de photographie, j'ai que des photographies de la littérature, j'ai pas de photographie clinique de nos patients, parce que je ne suis pas de patient avec dyskératose congénitale. Donc, vous voyez les pigmentations réticulées pas loin des plis axillaires, avec cet aspect qui donne un aspect assez moucheté sur les pigmentations. Et puis sur le cou, un aspect de poïkilodermie, donc avec un aspect beaucoup plus télangiectasique et une atrophie cutanée. L'atteinte peut également donc, être un peu plus diffuse, comme sur cette image, avec une atteinte des cuisses. Également ici, d'autres aspects, donc d'autres photos tirées de la littérature avec ces hyperpigmentations réticulées du cou. On observe aussi des onychodystrophies. Alors, elles peuvent être congénitales ou acquises dans l'enfance. Les anomalies peuvent être soit des crêtes longitudinales, mais peuvent aller jusqu'à la destruction totale de l'ongle. On peut avoir des atrophies, on a une atrophie progressive des ongles et on peut avoir aussi un aspect de koilkilonishi qui est en fait un ongle qui va être assez fin et concave. Cette atteinte de l'ongle peut toucher les mains et les pieds, et dans la cohorte anglaise, elle touchait 88% des patients.
Et voici les images que j'ai retrouvées dans la littérature. Donc, un aspect plus ou moins détruit de l'ongle. Vous voyez, il y a quasiment une disparition des ongles à certains endroits, avec bien l'atteinte des mains, mais aussi des pieds possibles. Dans cette triade, on a également les leucoplasies orales qui sont plus tardives que les deux autres signes cliniques décrits jusqu'à présent. Ils atteignent particulièrement la muqueuse buccale, mais peuvent atteindre les autres muqueuses, en particulier les muqueuses génitales. Lorsque c'est dans la bouche, on a une atteinte préférentielle de la langue, mais aussi des gencives, du palais. Il peut y avoir des plaques plus ou moins larges et un réseau qui peut être également réticulé, qui peut se ressembler au lichen buccal qu'on connaît bien en dermatologie. Dans la cohorte anglaise, vous voyez que ça représentait 78% des patients. Ici, les photographies, donc surtout des atteintes buccales plus ou moins importantes. Et peut y avoir également ici un aspect, vous voyez, réticulé de ces leucoplasies. Également dans la littérature, on voit bien que ces atteintes peuvent également toucher les faces internes des joues. Dans ces dyskératoses congénitales, il peut exister d'autres signes cutanés comme l'alopécie ou les cheveux gris de manière prématurée. Il peut y avoir également des anomalies des cils qui conduisent à des blépharites ou un épiphoria, donc un écoulement des larmes trop important. Il peut y avoir des atteintes des paumes et des plantes avec une hyperhidrose, une perte des dermatoglyphes et des kératodermies, comme c'est sur cette image. Et puis, bien sûr, une prédisposition au cancer et en particulier aux tumeurs cutanées, donc carcinome basocellulaire, carcinome épidermoïde, surtout sur les zones photo exposées. Il y a également des anomalies dentaires. Alors, il n'y a pas d'anomalie dentaire qu'on voit cliniquement, mais il peut y avoir une éruption tardive des dents, une hypodontie, des racines courtes et émoussées, et puis des caries étendues. Dans les diagnostics différentiels de ces maladies, sur le plan clinique et dermatologique, on retient le syndrome de Rothmund-Thomson. C'est une génodermatose rare avec l'apparition précoce d'une poïkilodermie, donc qui peut ressembler à celle des dyskératoses congénitales. Il y a également une photosensibilité, des anomalies oculaires, osseuses et également des prédispositions au cancer cutané. Donc ici, c'est des photographies qui m'ont été prêtées par une collègue de Brive avec un petit garçon qui a apparu à l'âge de 4 mois des anomalies des joues. Et puis vers l'âge de 9 mois également un aspect de poïkilodermie des bras. Donc les photos sont un peu floues, le bébé bougeait pas mal, mais on arrive quand même à voir un petit peu les anomalies qui peuvent ressembler aux photos qu'on a vues tout à l'heure sur les anomalies pigmentaires. Et puis, la maman avait amené des photos d'elle lorsqu'elle était petite et on retrouvait le même aspect finalement des joues. Un autre diagnostic différentiel à penser, c'est l'anémie de Fanconi, donc maladie génétique rare multisystémique, qui contient aussi, enfin qui peut avoir des anomalies pigmentaires comme des taches café au lait et des hyperpigmentations. Vous voyez ici un aspect qui peut prendre l'aspect des hyperpigmentations des plis réticulés qu'on peut retrouver dans la dyskératose congénitale, et puis les classiques, enfin les taches café au lait qu'on peut retrouver dans d'autres maladies également. Alors, le traitement et la prise en charge de ces anomalies cutanées, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des soins de support, donc avec des traitements émollients. On peut également proposer des traitements kératolytiques, en particulier sur les kératodermies, donc avec des préparations émollientes à base d'urée. Il faut bien sûr conseiller les patients sur une bonne photoprotection afin de prévenir les tumeurs cutanées. Je vous remercie.